Bonjour, on s'était arrêté à la définition de la phonétique et j'ai dit que la phonétique est la science des sons de la parole et la parole est définie par Ferdinand de Saussure comme étant un acte individuel, c'est la partie de la langue extériorisée. De ce fait, la phonétique se consacre à l'analyse des sons produits par la parole. Quant à la phonologie, elle est considérée comme étant la science des sons de la langue. Donc, il va falloir montrer la différence qui existe entre langue et parole. Alors, la langue est comparée à une mémoire dans laquelle sont stockées toutes les formes linguistiques et toutes les informations auxquelles on peut accéder pour opérer un acte individuel. C'est très important. C'est-à-dire, il y a un stock d'informations. Celui qui veut parler le locuteur accède à ce stock et va, bien sûr, extérioriser de ce stock une petite partie de la langue. Et la phonologie se limite justement à l'étude des phonèmes de la langue, c'est-à-dire les phonèmes qui sont en rapport avec le signifié, c'est-à-dire encore les phonèmes qui permettent de modifier le sens. C'est pourquoi nous disons que le phonème a une valeur distinctive. Voilà pour les définitions et la différence entre la phonologie et la phonétique. En d'autres termes, entre le phonologue et le phonéticien. Posons maintenant la question suivante. Comment est née la phonologie? Alors, rappelons d'abord que la fonction de la langue ou du langage est connue depuis l'Antiquité, depuis Platon. Alors, cette fonction a été reprise comme thème de débat par la suite par les grammairiens du Moyen Âge. Le débat va continuer jusqu'à reconnaître que les phonèmes sont des éléments qui obéissent à des lois régulières. Ce n'est pas comme les autres éléments de la langue qui peuvent changer. À partir de là, la phonologie va être fondée et va ouvrir un champ à la création d'écoles phonologiques. Alors, la première école s'appelle l'école de Prague. Alors, à l'occasion du premier congrès international des philologues, un philologue est celui qui s'intéresse aux langues écrites dans leur dimension linguistique, littéraire, historique, etc. Alors donc, un congrès a été tenu par des philologues en 1929 à Prague. Alors, il s'est créé une association de spécialistes en linguistique et en littérature qui a été présidée par le Tchèque Tropetskoï. Le cercle compte parmi ses membres, entre autres, le russe Roman Jakobson, le danois Jemslev, le français Martinet, etc. En 1932, le cercle devient l'école de Prague, un changement de nom. Dans cette école, la définition du système phonologique, présentée d'abord par Tropetskoï, ensuite par Jakobson, va prolonger le débat sur le phonème et sur le trait phonétique. Alors, j'ouvre une parenthèse et je dis que parallèlement aux préoccupations linguistiques en Europe, avec l'école de Prague, avec le cercle de Prague et ensuite l'école de Prague,
il s'est développé en Amérique, parallèlement en Amérique, un mouvement où les mêmes questions étaient débattues. Cela a donné, par la suite, l'école américaine. Et cette école américaine était fondée sur les travaux de Bloomfield. Alors, revenons à l'analyse des traits distinctifs. Je ferme la parenthèse. Rappelez-vous que le phonème est considéré comme étant l'unité minimale distinctive. On est d'accord. De ce point de vue, le phonème était considéré comme étant indivisible, c'est-à-dire une unité qu'on ne peut pas diviser. C'est la plus petite unité distinctive. Pour comprendre la notion de plus petite unité distinctive, il faudrait expliquer une autre notion linguistique, à savoir la double articulation. La double articulation est proposée par le français André Martinet. C'est un fonctionnaliste. Selon Martinet, la propriété de tout énoncé linguistique est qu'il est segmentable. Et l'énoncé est segmentable, selon toujours Martinet, à deux niveaux. Un premier niveau appelé la première articulation et un deuxième niveau qui constitue la deuxième articulation. En quoi consiste la première articulation? La première articulation renvoie au découpage de l'énoncé jusqu'à aboutir au monème. Et le monème est considéré comme étant la plus petite unité significative. Alors, un exemple. Soit l'enfant suce un bonbon. Alors, la première articulation, bien sûr, va nous permettre de découper tout l'énoncé, c'est-à-dire toute la phrase. Et ce découpage se fait sur la base de syntagmes. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le syntagme nominal, le syntagme verbal, et le syntagme verbal, bien sûr, on peut encore le découper en verbe plus syntagme nominal, etc. Il y a le syntagme adverbial, le syntagme adjectival, le syntagme prépositionnel, etc. Bien. Alors, l'énoncé, l'enfant suce un bonbon. D'abord le syntagme nominal, SN, l'enfant. Ensuite le syntagme verbal, suce un bonbon. Alors le SN va être, le SN1 va être découpé en déterminant plus nom, le enfant. Ensuite le syntagme verbal en V, c'est-à-dire verbe, suce, plus SN2, et le SN2 va être découpé par la suite en déterminant plus nom. Voilà. Et on s'arrête là, au niveau de la première articulation. Voilà. À ce niveau, opère la première articulation et on obtient quoi? Le enfant suce un bonbon, c'est-à-dire des monèmes, la plus petite unité significative. Alors, ensuite, chaque monème comporte un ensemble de phonèmes. Et à partir de chaque monème, on va procéder au découpage dans le cadre de la deuxième articulation. Et donc, le, en, feu, en, etc. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des phonèmes, la plus petite unité distinctive. Le phonème n'a pas de sens. Il permet de modifier le sens, mais il n'a pas de sens. Alors, de ce point de vue, on considérait que le phonème était l'unité minimale distinctive, c'est-à-dire l'unité indissociable. On ne peut pas
segmenter le phonème. Mais Jacobson n'était pas de cet avis. Alors la prochaine fois, je vais vous dire pourquoi.